Bonjour à tous et bienvenue sur ce 7ème épisode d'Histoire de bagnole. Aujourd'hui je vais vous parler d'une voiture mythique, l'Aston Martin DB-R1. Je ne peux pas vous parler de l'Aston Martin DB-R1 sans vous parler de Sir David Brown. Sir David Brown, c'est un monsieur qui est né en 1904 et qui va prendre la direction de David Brown Limited en 1931 lorsque son père va décéder. Alors pourquoi l'entreprise s'appelle comme lui si c'est pas lui qui l'a créée? Et bien simplement parce que son grand-père qui a fondé l'entreprise portait le même nom et le même prénom que lui. Voilà. Grâce à la vente et à la fabrication de tracteurs, l'entreprise va faire fortune et en 1947, l'entreprise va racheter Aston Martin et Lagonda. En fait, c'est David Brown qui voulait racheter Aston Martin et Lagonda et qui va énormément s'y intéresser. D'ailleurs, les modèles d'Aston Martin à partir de ce moment-là vont être nommés avec DB, soit les initiales de Sir David Brown, suivis d'un numéro, comme par exemple la DB4, la DB5 ou même la DB-R1. Et puis, encore plus loin que ça, on va retrouver le nom de David Brown sur certains écussons d'Aston Martin. Effectivement, on a les écussons, mais pas sur tous les exemplaires, où il y a écrit David Brown. Je vous mettrai une image ici. Et d'après ce que j'ai vu, j'ai pas l'impression que c'est une signification particulière. Peut-être que je suis passé à côté de l'information et que l'écriture David Brown a une signification par rapport à l'exemplaire. Peut-être une option particulière ou quelque chose qui fait que il y a le nom décrit sur cet exemplaire-là et pas sur les autres. Je ne sais pas. Si vous avez cette information, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En 1956, alors que la DB3S qui court en endurance se fait vieillissante, le règlement de l'endurance va changer. On n'obligera plus les voitures qui courent en endurance à être road légales. Aston Martin, sous la tutelle de David Brown, va saisir l'occasion pour créer une nouvelle voiture entièrement, repartir complètement de zéro. Il faut savoir que David Brown, à ce moment-là, contrôle vraiment beaucoup Aston Martin, surtout tout ce qui est piste. Et ils vont créer la DB-R1. La DB-R1, c'est une barquette biplace avec moteur en position centrale avant, c'est un 6 cylindres qui développe 250 chevaux. Alors aujourd'hui ça peut paraître un peu risible, mais encore une fois, comme j'ai déjà dit dans beaucoup de vidéos, à l'époque c'était pas pareil, on n'avait pas les mêmes puissances. 250 chevaux c'était beaucoup, donc vraiment incroyable. D'ailleurs ces 250 chevaux vont lui permettre d'atteindre la vitesse de 266 km/h, ce qui encore aujourd'hui peut paraître dérisoire pour une voiture de piste, mais à l'époque, encore une fois, c'est beaucoup. Par contre, j'aurais pas d'informations sur le 0 à 100, comme j'ai déjà expliqué, sur ce genre de voiture, on s'en fichait un petit peu, c'était pas l'intérêt. On n'avait pas besoin d'avoir des performances sur un papier pour vendre une voiture. Le but c'était de battre des temps sur un circuit, d'être le meilleur pour la course. Et le 0 à 100, ça n'était pas forcément une information très importante. Alors, la DB-R1, elle a un tout petit palmarès. Tout petit, hein. En 1957, elle gagne le Grand Prix de Spa et les 1000 km du Nürburgring. Ok. En 1958, elle gagne le Tourist Trophy et les 1000 km du Nürburgring. Ok. En 1959, elle gagne le Tourist Trophy et à nouveau les 1000 km du Nürburgring. Bon, d'accord. Et elle va participer aux 24 heures du Mans. Une course dont on a un tout petit peu parlé, que je pense que vous l'avez compris, j'aime beaucoup les 24 heures du Mans. Aux 24 heures du Mans, 1959, il va se passer beaucoup de choses. Déjà, l'Aston Martin DB-R1 part en tête. Elle va garder cette tête pendant 1 heure. Au volant, c'est Monsieur Stirling Moss, dont on a déjà parlé dans la vidéo sur la Mercedes 300 SLR. Mais Monsieur Stirling Moss va être contraint d'abandonner. C'est une Ferrari 250 Testarossa qui va prendre la tête. Magnifique. Et je suis sûr qu'on en parlera de cette voiture dans un autre histoire de bagnole parce que c'est une voiture mythique aussi. Cette Ferrari 250 Testarossa va abandonner à son tour, laissant la place à une Aston Martin DB-R1 pilotée par Monsieur X, dont on parlera un peu plus tard. Mais Monsieur X, à un moment donné, va se faire dépasser par une autre Ferrari 250 Testarossa. On va pas y arriver, hein. Au final, cette Ferrari 250 Testarossa va abandonner. Beaucoup d'abandon dans cette course, hein. Et cette Aston Martin DB-R1 pilotée par Monsieur X va prendre la première place et va gagner les 24 heures du Mans. Elle sera en deuxième position, il y aura une autre Aston Martin DB-R1, donc qui va arriver deuxième aux 24 heures du Mans, c'est un doublé. Et en plus de ça, l'Aston Martin DB-R1 qui est arrivé en première position remporte le championnat du monde des voitures de sport.
Alors, qui étaient ces pilotes mystérieux sur l'Aston Martin DB1? En fait, il y avait deux pilotes. Roy Salvadori, qui était un pilote d'endurance et de Formule 1, champion du monde d'endurance, 5e et 3e au championnat du monde de Formule 1 dans ses meilleurs classements. Voilà, c'est plutôt correct. Et puis le deuxième pilote, c'est un monsieur pas trop connu dans le monde de l'automobile, c'est Carroll Shelby. Voilà. Alors, je vais mettre un disclaimer tout de suite. Je vais vous parler de Carroll Shelby, bien évidemment. Je vais m'arrêter à la course de la DBR1. Pourquoi? Parce que la suite, vous l'aurez dans d'autres vidéos, c'est inévitable. Je vais forcément vous parler de la Ford GT40, je vais forcément vous parler de la Shelby AC Cobra, et si vous ne voyez pas le rapport avec Carroll Shelby et ces deux voitures, et bien justement, ce sera une bonne occasion de regarder ces vidéos. Mais je vais forcément vous en parler. C'est pas possible autrement. Voilà. Donc, je garde la suite de la vie de Carroll Shelby pour les autres vidéos. Alors, Carroll Shelby, il est né en 1923 au Texas. Il se passionne très jeune pour l'automobile puisqu'il va avoir des courses avec son père régulièrement. Mais pourtant, il va faire beaucoup de choses avant de devenir pilote. D'abord, il va être militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, il y a le service militaire, etc. Mais a priori, il va quand même le prolonger, donc faire une vraie carrière de militaire pendant un court temps, mais une vraie carrière. Ensuite, il va se lancer dans l'industrie pétrolière. Et enfin, il va faire éleveur de poulets. Mais rien de tout ça va vraiment marcher, et en 1952, il va devenir pilote. Il va d'abord faire quelques grands prix de Formule 1, sans trop de succès. En 1954, il va courir aux 24 heures du Mans en DB3S, puis en 1959, il va gagner les 24 heures du Mans sur l'Aston Martin DBR1. Mais revenons à l'Aston Martin DBR1. Comme vous le savez, en fin de vidéo, on parle de prix. Voilà. Donc, Aston Martin DBR1, 5 exemplaires au monde. Une championne du monde des 24 heures du Mans, vous vous en doutez, c'est pas donné. Alors, il y en a une qui s'est vendue 22,5 millions d'euros. Récemment. Enfin, récemment. C'était il y a quand même quelques années. Maintenant, on est par contre sur un modèle intéressant. Pourquoi? Parce que 22,5 millions d'euros, je vous ai déjà expliqué sur ces différents exemplaires, ça peut ne vouloir rien dire. Par exemple, si c'est celle qui a gagné les 24 heures du Mans, elle va valoir beaucoup plus cher que les autres, forcément. Si c'est un modèle qui a jamais rien gagné, bah au contraire, elle va valoir moins cher que les autres. Si c'est un exemplaire qui a gagné des courses, mais qui n'a pas non plus gagné les 24 heures du Mans et qui n'a pas rien gagné, et bah là ça va être un prix intéressant. Et c'est le cas, puisque c'est un exemplaire qui a gagné les 1000 km du Nürburgring. Donc c'est un exemplaire qu'on peut considérer son prix comme étant un prix moyen pour les DBR1. Voilà. Maintenant, il y a eu quelques années entre les deux. Alors 22,5 millions, on peut dire qu'il y a de fortes chances que sa cote ait augmenté aujourd'hui. Peut-être que ça serait plus autour des 30-40 millions. Par exemple, je vous donne un exemple bête, une 250 GTO à la même époque se vendait environ 50 millions. Le record aujourd'hui pour une 250 GTO est à 70 millions. Donc, allez savoir. C'est toujours compliqué. Et là encore, je parle d'un modèle normal. Si demain, il y a la Aston Martin DBR1 championne des 24 heures du Mans qui est mise en vente, là, ça risque d'être violent. Alors, ça va peut-être pas battre le record de la 300 SLR avec ses 140 millions, parce que c'est juste monumental, mais à mon avis, ça va faire quand même très mal. Ça va se vendre très cher. Certainement la Aston Martin la plus chère de tous les temps, sans aucun doute même. Voilà. Je vous remercie pour cette vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à lâcher un petit like, à t'abonner, activer la cloche. Voilà. Je te rappelle que j'ai un compte Instagram que je vais mettre dans la description. Voilà, où je mets des photos de voitures, etc. Et puis des informations aussi sur les vidéos qui vont sortir. Allez, salut!